Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour la traditionnelle vidéo du début de saison, la vidéo Hot Takes. Ça faisait quelques temps que j'attendais de la faire et je suis toujours en compagnie de Yanis. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Content de revenir pour cette troisième année, pour cette troisième épisode des Hot Take plus Pro B cette fois-ci, Elite 2 entre guillemets. Ouais. Mais on va avoir plein de choses à dire. Je vais essayer de me rattraper par rapport à l'année dernière où j'étais peut-être un peu moins bon. Mais encore une fois, un vrai régal. Merci pour l'invitation et hâte de découvrir tout ça. Bah, avec grand plaisir. Puis de toute façon, c'est toujours marrant de ressortir nos déclarations un petit peu fracassantes parce qu'on peut viser dans le mille, mais ça peut être aussi totalement à côté de la plaque. Voilà, c'est un petit jeu assez marrant. Je te propose de très rapidement du coup revenir sur les hot takes qu'on avait déclarés la saison dernière, histoire de voir si quand même on n'avait pas été trop mauvais ou alors si au contraire il y avait rien à en tirer. Au pif, comme ça, j'en balance quelques-unes. On avait dit que Nantes allait vivre la même saison que Fos-sur-Mer, donc il y a 2 ans, et pourrait descendre. Ça n'a pas été loin pour Nantes. Ils Mm, ont fait un bon finish, mais saison pour le coup très compliquée. mm. On Heureux. avait eu du Jonathan Jeanne qui Mm. jouera en Euroleague d'ici 3 à 4 ans. Donc Jonathan Jeanne joue la BCL avec le MSB cette année, mais qui sait, hein, pour le coup, trajectoire plutôt ascendante. Pourquoi pas? On n'est pas trop mal en vrai pour l'instant, ça va. Ouais, on n'est pas trop mal. On avait dit que l'ASA allait finir dans le top 6 et se qualifier pour les playoffs sans passer par la case play-in. Là, je pense que c'était peut-être l'une des plus belles hot takes, hein. Ils ont été jusqu'en Mm. finale du championnat. Donc là, pour le coup, ça aurait été encore plus beau de dire que l'ASA allait en finale des playoffs. Ça aurait été incroyable. Surtout que pour avoir rematé l'épisode, d'ailleurs vous pouvez le regarder, mais tu parles pas mal de Shannon Boggs Ouais. en le valorisant pas mal, alors qu'il a fait un début de saison assez plutôt compliqué, puis qu'il est monté en puissance. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment fort et c'est à souligner. Ouais, l'ASA, pour le coup, c'était pas mal. Bon, après, on avait dit que Foss allait être un concurrent sérieux pour les playoffs, que Lucas Duféal jouera en Betclic Elite au MSB. Donc là, pour le coup, on a vraiment été super bon. Perfect. Ouais, que Pau Orthez allait devoir réajuster son effectif pour atteindre ses objectifs. Et puis que la chorale de Rouen ne montera pas, sauf s'ils finissent à la première place. Donc globalement, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. On va voir comment on va se situer cette saison. Donc on en est à 6 journées d'Élite 2 qui ont été disputées. C'est encore tôt en fait pour pouvoir dégager des premières tendances. Je ne sais pas comment pour toi l'exercice il a été. Pour moi, je t'avoue qu'il a été assez compliqué. J'ai vraiment dû beaucoup me creuser la tête pour essayer de sortir 4-5 hot takes que j'espère pas trop mauvaise. Ouais, ça a été assez compliqué, entre guillemets, mais en vrai, c'est ça qui est aussi cool dans cet exercice-là, c'est que dégager aussi des vrais faits de championnat au bout de 5 jours, ça nécessite de se creuser la tête, mais ça nécessite aussi, entre guillemets, de se baser sur un volume court de match, mais quand même avec des choses assez impactantes, puisque toutes les équipes, enfin, les équipes ont globalement affronté des petites ou des grosses équipes. Donc, je pense qu'on a à la fois matière, comme un championnat en 20 équipes aussi peut évoluer. Euh, donc, euh, donc, on verra bien. Tout à fait. Eh bien, sans plus attendre, eh bien, commençons, hein. Je précise quand même qu'on ne s'est pas concerté avant sur Neotex. On en a préparé quelques-unes de plus au cas où, et puis on verra en fonction lesquelles on sort en premier. Yanis, je te laisse commencer. Quelle est ta première hot takes? Je vais démarrer pareil. Je vais y aller. Je pense que comme dans les épisodes précédents, je vais y aller crescendo. Je vais démarrer avec celle qui est peut-être la plus évidente, peut-être la moins osée pour moi. C'est celle du fait que Pau, pour moi, est aujourd'hui est de loin l'équipe la plus forte du championnat, mais avec un stade, c'est-à-dire un stade au-dessus du second chapeau où je mets Roanne, Orléans, Blois et La Rochelle. Donc pour moi, Pau vraiment est l'équipe parfaite de une parce que bon, il y a un coach de très grande qualité, Michael, et on a vu la saison dernière qu'ils ont quand même été très sérieux. Euh, c'est quand même l'équipe qui a empêché la montée à Blois. Ça, c'est le petit remords personnel parce qu'avec une belle victoire à domicile, c'est l'équipe de l'ancien MVP. Donc, équipe super bien coachée. Je trouve qu'il y a Thomas Corneli qui est parfait en tant que médiateur pour gérer cette équipe. Milanès qui trouve son rôle très bien. On a Bastien Pinot qui est autour des 14 points après 5 matchs, 5-6 matchs, donc qui est assez solide. Et même Brice Enze, super recrue. Je trouve que vraiment tout le monde trouve son rôle dans cette équipe. On a à la fois une grande force collective, on a aussi beaucoup de défense. On a quand même un François Vibo qui est vraiment l'exemple de ça, qui a doublé ses stats de la saison dernière, qui se trouve dans un rôle collectif parfaitement. Et puis,
Et puis, mine de rien, on a quand même déjà des bonnes performances. Ils ont gagné de 21 points cette saison contre Orléans. Il y a un petit faux pas contre Chalon-Reims. Là. Ils ont eu un peu de mal aussi contre Hier-Toulon, mais on sent quand même que dès qu'ils passent la seconde, c'est une équipe qui est inarrêtable et qui est sans doute la meilleure sur le papier. Enfin, qui est même la meilleure. Ouais, c'est pour le coup, je vois pas grand-chose à redire à Taotex. J'ai vu quelques matchs et notamment, je pense que je suis tombé sur le meilleur match de Pau. J'ai regardé leur match face à Orléans. Franchement, c'était une démonstration. C'était super impressionnant. Collectivement, ça déroule. Et en plus, il faut rajouter qu'ils jouent quand même sans le joueur qui a peut-être été leur deuxième meilleur joueur, parce que c'est vrai qu'il y avait Chris Ledlum, mais Bastien Pinault, hein, il est pas là depuis le début de la saison. On sait l'importance qu'il a pour l'équipe de Pau. C'est une très très grosse menace à 3 points. Donc franchement, quand tu rajoutes Bastien Pinault à cet effectif, je pense que ça va rouler et que Pau va faire effectivement une très très belle saison. Thomas Corneli, c'est un super ajout. Voilà. Et vraiment, le bas court est incroyable et c'est peut-être l'un des meilleurs bas courts. Allez, c'est le deuxième meilleur bas court de la division pour moi. Pour moi, ça reste le premier en vrai. Parce que même quand Milanese, la façon Ah, dont je on s'est mis au niveau sur les 6 premiers matchs, mais même je trouve un truc qui est important, qui est ultra intéressant dans cette équipe-là, c'est que je trouve que les joueurs étrangers ont la capacité d'effacer un petit peu leurs égos. Que je pense à un Marvin Clark qui arrive après avoir eu un gros CV quand même, connu dans les premières divisions. On l'a vu passer à Chalon-Reims, il jouait en Hongrie la saison dernière. Et il n'a pas du tout cet ego de se dire ça doit être moi une arme offensive numéro un. Il s'efface justement au profit du collectif. Même Drew Tellwell qui arrive de NCAA, qui découvre le championnat et tout. Je trouve que chacun trouve son rôle petit à petit, sans avoir l'envie d'être l'arme numéro un et d'avoir, entre guillemets, d'être le key player. Tout le monde trouve son petit rôle. Et je pense que c'est aussi super bien coaché et super bien ajusté par Michael Hay. Donc, je vois pas aujourd'hui une équipe après 6 matchs, en tout cas, qui aura une meilleure alchimie une meilleure alchimie et je pense une meilleure longévité sur le championnat. Ouais, bah, je te rejoins totalement sur les étrangers qui tirent pas du tout la couverture à eux. Ce qui est vraiment super impressionnant, comme tu dis, c'est l'alchimie, c'est vraiment le collectif. Mm. En fait, pour tout te dire, quand je vois Portes jouer cette saison, j'ai l'impression un peu de revoir l'ADA Blois l'année dernière, une équipe qui a pas, certes, qui a quand même des individualités qui sont super fortes, mais il n'y a pas un joueur qui va tirer la couverture plus qu'un autre. Chaque joueur, un match va pouvoir prendre feu et c'est vraiment ce que j'ai l'impression de voir de la part de Portes cette saison. Donc, franchement, j'ai l'impression que Michael Hay, enfin, là, cette saison, il a vraiment pu construire l'effectif qu'il voulait et ça sent. Et pour l'instant, le plan de jeu, il déroule. Donc, c'est vraiment super positif pour Pau, en espérant pour eux qu'ils puissent monter et qu'on puisse retrouver un vrai classico. La petite balle Exactement. perdue. Exactement. Elle est bien mise. Bah écoute, super premier hot takes. J'ai hâte de voir si Pau va réussir à confirmer dans la durée. Ils ont affronté qu'une grosse équipe pour l'instant qui est Orléans. À côté de ça, ils ont affronté, j'étais en train de regarder à côté Chaland, Nantes, l'ASA, Chalon-Reims. Donc des équipes un petit peu dans la difficulté ou qui ont connu des problèmes de blessure. Donc on va voir aussi dans l'adversité comment va pouvoir réagir cette Ouais, équipe de Pau. je pense qu'on peut quand même rajouter comme adversaire aussi Boulazac en Coupe de France où ils perdent de 5 points, je crois, un truc comme C'est vrai. ça. Et donc, c'est quand même un match avec de l'adversité où ils montrent qu'ils arrivent à être au niveau. Mais je pense que ouais, c'est vrai que le calendrier est assez facile, mais au vu du match contre Orléans, moi je suis assez rassuré. Je pense que face au gros, ils assureront. Il y a un gros match qui se présente en novembre là, avec Blois justement qui se déplace à Pau. Et ça va être le premier vrai défi entre guillemets pour eux. Ok, très bien. Moi j'ai hâte de savoir la tienne désormais. Bah ouais, allez, allons-y. Alors, j'ai pas forcément fait d'ordre sur mes hot takes. Tu as commencé avec une équipe, donc je vais aussi commencer par une équipe. J'ai du mal à jauger est-ce que c'est vraiment des choses incroyables ou pas du tout. Ce que je vais dire, ma première hot take, ça va concerner Champagne Basket. Et je vais dire donc que Champagne Basket va jouer le maintien en précisant sans réajustement rapide de l'effectif. Et je vais expliquer un petit peu mon choix. Donc sur le papier, déjà, cette intersaison, quand je faisais les previews, j'étais assez hypé. J'avais une petite hype autour de l'effectif de Champagne Basket avec deux joueurs notamment que j'avais très très hâte de suivre. C'était donc l'ancien meneur malheureusement qui s'est fait évincer et qui n'est plus là. Et puis Samuta Avea qui malheureusement est blessé. Et pour le coup, j'ai regardé plusieurs matchs de Champagne Basket en ce début de saison et j'ai trouvé que c'était une équipe vraiment moyenne, pour ne pas dire faible, et ça des deux côtés du terrain avec surtout deux secteurs que je trouve vraiment hyper en difficulté. Déjà, il y a le poste 1,
où le meneur américain, Shamar Givens, pour moi, pour l'instant, n'est clairement pas au niveau. On en attend beaucoup plus, je pense, d'un joueur étranger. Et puis, il y a le secteur intérieur aussi, et notamment le poste 5 avec le duo Tidjane Keita, Laoulou Oké, qui a du mal vraiment à se mettre au niveau et performer. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment une équipe de joueurs moyens, sans vouloir dénigrer personne, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de leader en fait pour tirer cette équipe vers le haut. D'un match à l'autre, j'ai l'impression que Vincent Dumestre, c'est pas tellement sur qui il va pouvoir s'appuyer. Je les ai vus à La Rochelle, pour le coup, un match très défensif. J'ai vraiment pas été emballé par cette équipe de Champagne Basket et je pense vraiment qu'il va falloir des changements poste 1 et à l'intérieur si Champagne Basket veut pas s'enliser un moment dans le championnat, puisque derrière, certes, il y a des équipes qui ont gagné moins de matchs, mais qui ont aussi eu beaucoup de problèmes de blessures. Et je pense que quand les effectifs vont retrouver leurs blessés, eh bien, je mets beaucoup d'équipes qui sont derrière aujourd'hui, en fait, devant Champagne Basket. Ouais, je trouve que tu as parfaitement raison sur ce côté équipe où on a un manque de leader. Aujourd'hui, on a Guillaume Grodziger et Dimitri Radnik qui portent cette équipe, entre guillemets. Euh, on a vraiment des hero players sur chaque match. C'est-à-dire, un jour, Ouais. c'est lui, comme tu as dit, un soir, c'est lui, un soir, c'est un autre. Et ça manque d'une hiérarchie. Alors, par contre, quand l'équipe est au diapason collectivement, ça peut proposer quand même un très beau basket parce qu'on sent qu'il y a quand même du talent dans cette équipe. Il y a quand même des joueurs de qualité. Je pense au match contre Pau où il crée la surprise, justement, de ce début de saison. Mais je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, en tout cas, pour mener un championnat où il y a quand même 38 journées, ça manque d'une vraie hiérarchie qui permettrait d'apporter de la régularité derrière. Et comme tu le dis, le poste 1 est pour moi essentiel. Alors, on n'a pas toutes les histoires derrière ce qui s'est passé avec Vinny Saïd, notamment, qui était parti Ouais, pour c'est être vrai. même la tête d'affiche au scoring. Mais derrière, c'est clair que moi en tout cas personnellement, et je pense que ça rejoint ton avis aussi, mais j'attends des joueurs qui se mettent un petit peu plus au niveau. J'ai trouvé un Milosevic un peu en dessous de ce qu'il pouvait apporter en termes d'expérience. Alors c'est plus le joueur qui sera un leader comme il a été à Chalon-Reims avant, mais j'ai trouvé un peu en dessous. Maël Moncrespa par exemple qui manque aussi beaucoup de tirs pour un joueur qui a passé quand même le cap de l'élite de jouer à Saint-Quentin, enfin d'être prêté. Là, qui a vraiment cette volonté de passer un cap. On sent ça manque de cette alchimie-là. Alors, il va falloir déterminer plus rapidement entre guillemets les rôles, qui sera l'arme numéro un. Et puis, bien évidemment, là, Shamar Givens reste quand même la question numéro un de cette équipe. Euh, et c'est en tout cas, et ils ont déjà fait des réajustements, mais si on reste sur ce plan de jeu-là, du moins sans définition hiérarchique, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on va rester sur une ambition de bas de tableau. Ouais, très clairement, comme tu dis, manque de hiérarchie, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a pas de leadership, en fait. Et- Il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de joueur qui va être capable, en fait, de prendre ses responsabilités. On est sur une équipe qui n'a pas des mauvais joueurs, mais ça manque un peu de talent, ça manque de prise d'initiative. Et effectivement, individuellement, les joueurs peuvent très bien l'apporter dans un collectif. Aujourd'hui, le collectif ne permet pas de mettre en valeur les individualités. Et les individualités, eh bien, n'ont peut-être pas non plus le niveau de talent ou d'expérience nécessaire en fait pour vraiment step up. Et aujourd'hui, ça nous donne une équipe vraiment moyenne, mais pour laquelle en fait j'ai un petit peu peur parce que l'axe 1-5 me semble quand même en dessous de celle des autres équipes en fait. Ouais, c'est ça. Puis ils n'ont pas été non plus flamboyants sur le début de saison. Ils ont pris. Alors le match à Pau fait vraiment un bande à part parce que ils ont quand même eu un peu de mal à gagner contre Chaland. Il y a ils ont perdu contre Rouen, qui est une équipe qui est globalement jouable, qui devrait être dans leur cran. Ils perdent de peu, certes. Et puis après, ils ont pris une déroute totale contre Orléans. Donc ouais, je suis un peu d'accord avec toi sur le fait que c'est une équipe en tout cas, qui va devoir se rehausser. Peut-être que ça viendra d'un ajustement, mais ça fait un petit peu beaucoup déjà qu'ils ont changé de meneur avant le début de la saison, de se réajuster aussi comme ça, à voir aussi. Ça, tout va être autour de la question. Enfin, toute la question pour moi sera autour du poste 1. Parce que voilà, avec tout le respect que j'ai pour Guillaume Grotzinger, qui je pense pourra être un leader d'élite 2 à l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être la case un petit peu trop juste. Il est dans une saison où il doit apporter, mais peut-être pas être l'arme numéro 1. Donc en vrai, la grosse question pour moi, le gros point d'interrogation restera quand même une dépendance à Shamar Givens et son talent ou non. Ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement ça. Et pour le coup, le fait de se dire que Guillaume Gratzinger, c'est peut-être encore un petit peu trop juste pour être le meneur numéro 1, ça montre aussi les carences dans l'apport et l'impact de Shamar Givens. Donc, effectivement, ça, c'est un problème. Pour toi, c'est le poste 1. Pour moi, c'est aussi le poste 5. Tidjane Keita, j'ai pas du tout été convaincu par son début de saison. Et derrière, Laoulou Hockey, il a un profil super intéressant, dynamique. Peut-être
un peu plus dimensionné niveau gabarit comme un poste 4-5. Donc ouais, il y a des manques clairement identifiés. Maintenant, voilà, on verra si Champagne Basket réussit à réajuster son effectif et ce que ça donnera pour la suite de la saison. Exactement. Rien à rajouter de plus. Très bien, bah écoute, montons crescendo tout doucement avec ta deuxième déclaration. On a fait 2 équipes pour débuter. Je vais partir sur un joueur. Une hot take sur un trophée de fin de saison alors qu'on a joué 5. Enfin, le joueur que je vais mentionner a joué 5 matchs pour l'instant. Et tu vas être plutôt content puisque je vais parler de Robert Ford 3 de La Rochelle que je vois bien euh, MVP cette saison pour moi. Bah écoute, Euh, j'avais la même. C'était ma prochaine. Au moins, on aura les mêmes points. C'est ça C'est ça. l'avantage. Mais clairement, début de saison, Tony Truant, il n'y a rien à dire. Ultra solide, 15 points de moyenne, 3 rebonds, 5 passes, c'est ça que j'avais noté. 19,6 déval, mais c'est surtout sur un temps de jeu qui est quand même très réduit. Il joue 24 minutes en moyenne par match. Quand on regarde les top stats LNB, on voit qu'il n'y a personne qui a un temps de jeu aussi réduit que lui. Il a vraiment un impact, un rapport qualité minutes jouées qui est vraiment ultra impressionnant, un gros leadership, une polyvalence globalement qui est assez forte. Je trouve que sa petite taille, elle est bien compensée défensivement. Il a quand même fait un match à 7 interceptions contre Rouen. C'est impressionnant. Il répond aux défis des grandes équipes. Je pense que notamment quand La Rochelle a reçu Blois, il a clairement répondu présent. Il a peut-être eu un petit coup de moins bien sur le dernier match. Je ne sais plus contre qui c'était. Mais il a été moins bon, entre guillemets. Ouais, c'est au dernier match et il avait des circonstances atténuantes. Il a C'est été ça. malade, fiévreux toute la semaine. C'est ça, donc ça reste, voilà, ça apporte un justificatif entre guillemets. Puis aujourd'hui, euh, La Rochelle est à 4 victoires, une défaite. Franchement, il y a un très bon début de saison. Il n'y a rien à dire sur le plan collectif. Il y a des coups chez les gros. Et je trouve que c'est vraiment la tête d'affiche de cette équipe-là. Et si on se fixe au trophée de MVP qui est Most Valuable Player, c'est le joueur le plus rentable dans une équipe qui est aujourd'hui, avec un match de retard, entre guillemets, compte le même nombre de défaites que le premier. Donc pour moi, et quand on voit les stats, surtout des autres joueurs du championnat aussi, où on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment trop de joueurs qui se démarquent, hormis Narcisse Ngoy. Enfin, j'ai trouvé. Je pense que ouais, c'est un peu la tête d'affiche pour ce trophée de MVP. Bah écoute, je te rejoins totalement. C'était ma prochaine hot takes. Ce que je rajoutais en plus, c'est vraiment on parle de MVP, son impact des deux côtés du terrain. Il n'est pas que offensif. Déjà, offensivement, c'est un joueur. Je ne sais pas si voilà, il y a des spectateurs qui ont regardé les matchs de La Rochelle. Il ne force rien. Il est d'une propreté absolue. Il est à 68% Ouais. au tir. C'est un extérieur, hein, c'est un meneur. Il est à 53% à 3 points. Et puis aussi défensivement, en fait, c'est lui qui donne le là, c'est lui qui donne le ton. C'est le meilleur intercepteur. Pour Mm. l'instant, 2,6 interceptions par match. Il joue que 24 minutes. Et là où je te rejoins, tu commençais à parler de Narcisse Ngoy. C'est quelque chose qui me plaît bien parce que, effectivement, en fait, dans les équipes qui jouent dans le haut du tableau, souvent le MVP, il est dans les meilleures équipes. Eh bien, en fait, j'ai pas l'impression que. Il y a un Chris Ledlum, en fait, comme il y a eu l'année dernière. J'ai l'impression que dans les équipes qui vont terminer dans le top 4, dans le top 5, en fait, il n'y a pas d'individualité qui va ressortir, c'est vraiment le collectif. En tout cas, dans ce qu'on voit sur le début de saison, que ce soit à Rouen, à Blois, à Pau-Orthez, à Orléans, en fait, tu n'as pas un joueur qui va ressortir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut peut-être aller piocher un cran en dessous dans les équipes qui seront peut-être top 5, top 6, top 7, pour voir si des joueurs vont se démarquer. Et je pense clairement que Robert Ford, en fait, il a le profil parfait pour s'éclater en Élite 2 cette année. Et très clairement, pour moi, c'est le meilleur joueur aujourd'hui de La Rochelle. Il force rien pour l'instant et ça ne m'étonnerait pas qu'au fur et à mesure de la saison, quand les matchs vont commencer à vraiment compter pour les qualifications en playoff, il ait encore un petit peu plus de temps de jeu et donc il va performer, je pense, encore un petit peu plus. Donc, ouais, gros coup de cœur sur Robert Ford qui est vraiment très très fort des deux côtés du terrain. Une belle pioche de Germain Castano, hein. Il nous a habitués à aller chercher des bons Américains. C'est encore une fois le cas. Ouais, c'est clair. Franchement, tu as tout dit sur ça. Juste peut-être pour compléter, je rajouterais peut-être qu'aujourd'hui, peut-être le seul concurrent, comme tu l'as dit, si on regarde tous les joueurs du top, il n'y a pas vraiment de joueurs de haut tableau. Le seul concurrent, et je l'apprécie énormément, mais c'est pas un joueur qui est profilé MVP quand on le regarde jouer. C'est Thomas Corneli qui ressemble, entre guillemets, à ce qu'il y a de plus MVP derrière lui. Mais Robert Ford 3 est tellement polyvalent, tellement puissant sur ce début de saison que je ne vois pas s'arrêter en chemin. Ça reste quand même aussi un jeune joueur, un jeune américain. Et nul doute non plus qu'avec ce titre de MVP que je lui attribue dans cette hot take et que tu lui as attribué aussi, Ouais. nul doute que ça sera un joueur qui sera dans les championnats supérieurs, voire en Coupe d'Europe l'année prochaine. Ouais, franchement, ça m'étonnerait pas. C'est marrant, du coup, quand tu dis que tu mettais
Thomas Corneli aujourd'hui peut-être un petit peu dans la course. J'ai deux autres noms à te proposer. Quand je regarde aussi là maintenant sur le classement, dans les équipes qui performent, j'ai deux autres noms qui me sont venus en tête. Il y a Antibes qui réalise un début de saison Ouais. plutôt correct et Garland Green, il est Mm. vraiment très très fort sur ce début de saison. Je pense qu'il peut clairement tourner à 16-17 points de moyenne et à 16-17 d'éval. Donc si Antibes termine haut, ça pourrait être Garland Green. Et puis Vichy performe et donc pourquoi pas Jordan Shepherd. Mm. Ouais, non, c'est des noms qui sont clairement très très corrects. Alors moi, Garland Green, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais je pense qu'au fur et à mesure de la saison, son Ouais, niveau c'est va un petit possible. peu diminuer. J'ai l'impression qu'il est un peu monté en surpuissance sur le début de saison, qu'il a des bons Surperformance, c'est possible. pourcentages, ouais, exactement. Et Jordan Shepherd, c'est un joueur qui est très solide, quand même, qui a une certaine régularité, mais qui n'a pas la stat d'au-dessus, c'est-à-dire qu'il met ses 13-14 points par match. Et il manque 13, 14, 15, il peut monter plus haut, mais tu sais qu'il manque cette barre de j'en mets 20 à chaque match. Ouais. Mais ça reste un super leader et ça nul doute. Mais c'est vrai que c'est deux noms qui feront partie en tout cas du top stat. Hein, ça, c'est. Ouais, bah ouais, Schaeffer, je crois que c'est 16 ou 17 points de moyenne pour l'instant, Ouais, mais avec en fait des pourcentages qui sont pas du tout ceux de Robert Ford. Donc en termes d'efficacité, il est ouais. clairement moins efficace aussi. Donc ça aussi, je pense que ça peut jouer. Ouais, puis il a fait un carton à 27, du coup, ça équilibre, enfin, ça déséquilibre un peu la balance. Donc, ouais, mais ça va être intéressant à suivre. C'est vrai que ça va être des noms, en tout cas, qui vont être dans la course, ça, c'est sûr. Ouais. Bah, la course au MVP, je pense, va être beaucoup plus disputée que l'année dernière où clairement Chris Ledson, il a tout éclaté sur Tout son raflé, passage, ouais. Mm. clairement. Et puis bah, Narcisse Ngoy, je pense que ça va être, tu l'as cité, ça risque d'être la meilleure évaluation, hein, puisque il va tourner sur de gros double-double, je pense, de moyenne. Par contre, c'est vrai que je vois pas forcément Poitiers aujourd'hui intégrer le top 6, voire même le top 8. Donc, je pense il sera trop loin en classement pour être un concurrent vraiment très sérieux, en fait, pour être élu MVP. Ouais, complètement. Alors, mais par contre, début de saison super intéressant. Bravo à la JL Bourg de l'avoir Ouais, signé quand même, parce que originé. derrière, ça va être rentable. La saison qu'il fait, il a beaucoup de responsabilités à Poitiers. Puis là où à Rouen, je trouvais qu'il était beaucoup moins utilisé par Sylvain Delorme. Là, on lui a donné clairement le rôle de pivot titulaire. Il a les clés du camion, il est très bon au contre. Il a fait quand même un match à 19 rebonds. Et il domine par sa taille. Je trouve qu'il a gagné un peu en assurance. Et pour l'instant, c'est pour ça. Quand on est un pivot, qu'on prend 11 rebonds par match, qu'on fait ses 3 contres et qu'on a des bons pourcentages au tir, généralement, on est plus facilement dans le top eval. Ouais, franchement, je me suis creusé la tête, je me suis dit, est-ce que je sortirais pas une hot takes sur Narcisse Ngoy? Mais j'arrivais pas à en trouver. Il a déjà signé, il appartient à un club de C'est ça, Betclic Elite. Je le vois pas MVP parce que Poitiers, je pense qu'ils vont être en dessous, donc je savais pas quoi dire sur Narcisse, mais franchement, un très très gros début de saison. c'est clair. Moi, du coup, plié pour Robert de Fort 3. Mais du coup, je t'ai piqué ta hot take. Je sais pas Ouais, du si. coup, heureusement, j'en avais une deuxième qui va concerner aussi un trophée de fin de saison. C'était une hot takes backup, donc j'ai pas un gros plaidoyer, mais je vais m'intéresser au coach de l'année. Et je pense, j'ai parlé de Jordan Shepherd, eh bien, j'ai parlé de son coach. Je pense que Dounia Issa pourrait être élu le coach de l'année. Vichy, 5 victoires en 6 matchs. Donc oui, certes, l'échantillon est petit, 6 matchs, mais ben, c'est un début de saison qui est quand même très très prometteur et qui annonce, je pense, une belle saison pour Vichy. Honnêtement, quand j'ai fait mes previews au début de la saison, je pensais pas que Vichy allait performer, ou en tout cas performer aussi vite dans la saison. Comme l'année dernière, c'est une équipe qui est jeune, mais encore plus jeune que l'année dernière. Ils ont connu quand même des départs très très importants avec Sébastien Cap, Assemian Moularé, Lucas Duféal, donc vraiment des joueurs qui tenaient l'effectif. Et là, ce que fait Dounia Issa avec son équipe, en fait, sur ce début de saison, je trouve que c'est vraiment super impressionnant. Ils ont renouvelé une main 100% française, avec en plus la blessure de Elian Benitez. Ils ont très très vite réagi en signant Ilan Pietrus. Et franchement, bah, les résultats, ils sont là. Jordan Shepherd, il continue sur sa dynamique. Vichy a terminé la saison en boulet de canon la saison dernière. Et bah écoute, il semble continuer comme ça. Donc franchement, il n'y a pas de raison pour lesquelles, enfin je vois pas de raison pour lesquelles en fait Vichy continuerait pas. Ils n'ont pas eu un calendrier super facile non plus. Donc franchement, bravo Dounia Issa et Vichy peut truster le top 6 et Vichy dans le top 6, dans le top 6 avec les moyens du club. Bah pour moi, très clairement, Dounia Issa il sera dans la discussion du meilleur coach de l'année. Ah, mais je te rejoins 100%.
Je pense que Dounia Issa, il a imposé à Vichy, et ça fait c'est dans la continuité de la saison dernière et même dans la continuité de l'héritage de Guillaume Bizade, le basket qui est le meilleur basket défensif en Elite 2 d'aujourd'hui dans un basket moderne où on est sur l'essor de l'attaque, on shoot tout le temps à 3 points, on shoot tout le temps à 3 points. Lui, il a vraiment un basket défensif qui est impressionnant. Ils sont à 5 victoires, une défaite, mais la seule défaite qu'ils prennent, c'est du côté de Blois et ils sont pas loin de gagner. À la mi-temps, ils sont devant, ils imposent vraiment une énergie tout le match, une zone presse qui est ultra intéressante. On sent aussi que c'est là la stratégie aussi de mettre des jeunes joueurs, c'est qu'on a des joueurs qui peuvent courir pendant 40 minutes, qui peuvent donner beaucoup de cardio. Le petit point, c'est le petit point un peu négatif de cette équipe de Vichy, c'est que ça reste quand même une machine plus compliquée en attaque, dans le sens où ils ont des pourcentages qui sont quand même un peu inférieurs aux grosses écuries, mais ils viennent compléter ça parfaitement par la défense. Et comme tu l'as dit, moi, en début de saison, j'aurais jamais attendu euh, ça de cette équipe de Vichy. On a quand même des joueurs qui arrivent aussi à passer d'écran au fur et à mesure. Pape Diop, Brice Yaga, qui sont très très intéressants. Jordan Shepard, pareil, qui est monté en puissance. Et puis voilà, on a des joueurs qui se relancent. Je vois Alexandre Bouzidi quand même qui arrive à s'épanouir dans cette équipe après avoir connu des saisons compliquées à Roanne, une saison compliquée à Limoges où il part en prêt en Allemagne, qui arrive à se montrer enfin sous le visage du basket français. Donc franchement, non, c'est super intéressant et Dounia Issa est un fin tacticien. Et surtout aussi quand on est dans une salle de basket, entre guillemets, et qu'on regarde le body language des coachs, c'est un coach qui communique beaucoup avec ses joueurs et qui a vraiment cet esprit d'équipe qui est présent et qui implore une petite flamme au sein de son équipe. Donc je le trouve super intéressant aussi sur ça. Donc franchement, je te rejoins parfaitement sur le fait qu'il a une tête de candidat au titre de l'année, surtout si Vichy se retrouve dans le top 6 à la fin de la saison et bataille parmi les grands, alors que le club n'était pas attendu du tout au début de saison. Ouais, très clairement. C'est une équipe un peu à son image, hein. C'était un intérieur combatif. Oui, J'ai l'impression qu'il a très clairement une équipe en fait à son image. C'est vraiment des battants. En fait, c'est aussi c'est une très jeune équipe, mais c'est des joueurs qui ont tout à prouver. En fait, c'est ça qui est marrant. Il a recruté des joueurs qui évoluent en National 1, donc ils sont là pour se montrer. C'est leur deuxième saison, donc ils se sont un petit peu mieux adaptés. Il a des jeunes qui se relancent, entre guillemets. Alexandre Bouzidi, voilà, début de carrière compliqué, comme tu as dit. Ilan Pietrus aussi, qui bénéficiait de très peu de temps de jeu du côté de la SIG, il est là aussi pour se lancer. Donc, en fait, c'est une équipe qui a faim, à l'image de son coach. Et ça, c'est très positif. C'est une équipe d'underdogs et ils peuvent aller encore, je l'espère pour eux, assez loin cette saison. En tout cas, j'ai pas vu 6 équipes meilleures que Vichy cette saison. Clairement pas. Pour l'instant, en tout cas. c'est ça. Puis il a quand même une capacité à sublimer enfin, et même ça, c'est la machine Vichy au global, mais il y a une capacité à faire sublimer les joueurs, à les faire sublimer, je ne sais pas si ça se dit, mais à les faire. À sortir le meilleur visage d'entre eux. Je pense à un Idriss Abba quand même qui se retrouve aussi, qui arrive à s'épanouir dans ce système-là. On a vu un Mohamed Sanké faire un carton au deuxième match. C'est des joueurs qui ont des responsabilités et où l'objectif justement n'est pas de les garder sur le long terme. L'objectif est de les faire évoluer vers l'élite et de les faire grandir petit à petit. Et je trouve que c'est quand même beau d'avoir aussi cette valeur-là, de se dire on n'est pas là pour construire alors il y a un projet monté qui peut être là, mais on est là pour surtout être un propulseur de carrière pour nos joueurs. Et je trouve ça super, super intéressant. Et en tout cas, c'est une équipe qui est très intéressante à jouer et très intéressante surtout aussi même pour les joueurs et les coachs, je pense, en termes d'inspiration défensive. Tout à fait. Très bien. Bien, écoute, est-ce qu'on se dirigerait pas vers notre troisième hot takes maintenant? Et bah, exactement. Et puis, tu sais quoi, on parle de Vichy, bah, c'est une transition toute trouvée puisque moi, je vais parler d'un joueur précisément de Vichy Ok. qui m'a particulièrement impressionné. Et ma hot take, du coup, se porte sur Pape Diop, qui pour moi a tout pour être un super role player en Betclic Elite. C'est un joueur qui arrive dans la force de l'âge, qui a 29 ans, si je dis pas de bêtises, que moi j'avais beaucoup apprécié l'année dernière dans la capacité à vraiment être ce role player, le joueur qu'on voit pas le plus, mais qui est très impactant. Il est quand même très polyvalent, c'est-à-dire capable d'avoir des qualités athlétiques, de prendre du rebond, de défendre, il shoot à l'extérieur, il a une agressivité au cercle qui est là. Donc c'est un joueur qui a vraiment toute cette polyvalence-là. Et qui cette saison a clairement franchi un cap, 11,5 points de moyenne. Alors il a des très très gros pourcentages pour l'instant, il a 85% à 2 points, donc ça, il n'y a rien à dire. Et surtout 15,8 d'évaluation, c'est lui la meilleure évaluation de cette équipe de Vichy, un petit peu de manière inattendue. Et je trouve qu'en fait, il remplit parfaitement son role player. C'est pas le jeu, enfin, son rôle, c'est pas lui qui va forcément demander les ballons, mais je trouve que c'est super bien se placer dans un terrain et je le vois, enfin, je le vois en tout cas parfaitement. Je vois parfaitement son jeu s'adapter à des équipes de Betclic Elite qui manquent un petit peu peut-être d'un profil d'ailier comme ça, très défensif, qui a un petit peu la force de l'ombre, qui n'a pas besoin de beaucoup de tirs par match pour performer. Je pense que par exemple, c'est un joueur qui collerait bien. Bon,
logiquement à une équipe comme le MSB parce que Guillaume Bizat est dans la même philosophie, même à des équipes comme Le Portel, comme Gravelines qui ont cette difficulté sur les ailes. Je pense que c'est un joueur qui serait vraiment très très important. Il a un profil un peu, alors en moins grand comme peut être un Bafessa Fofana. Donc c'est un joueur, c'est un joueur qui est très intéressant et qui apporte quand même une sérénité. Qui apporte une sérénité aux hommes de Guillaume Bizat et deux hommes de Dounia Issa, pardonne-moi, et qui en tout cas fait partie aussi de ce qui apporte cette capacité aussi à gagner, qu'il a gagné l'année dernière avec Vichy et les années précédentes. Bah écoute, sur le papier, je comprends totalement ta hot take. Il se révèle sur ce début de saison. Pour le coup, je pense que la suite de la saison permettra effectivement de jauger effectivement est-ce qu'il a réellement le niveau. Enfin, c'est pas tellement une question de niveau, mais quand on regarde ce type de profil qui arrive à maturité très tardivement et qui sont exposés aussi très tardivement, j'ai toujours un peu peur en fait, parce que oui, il y en a très clairement qui ont, je pense, le niveau en fait pour apporter de bonnes minutes en Betclic Elite. Après, ce qu'il faut, c'est du temps de jeu. Et pour moi, l'un des exemples les plus récents et qui malheureusement n'a pas fonctionné, je ne vais pas dire que le profil est similaire, mais je pense que tu vas voir de quoi je parle. C'est Jean-Philippe Daly qui a signé du coup Ouais. après avoir fait une grande partie de sa carrière en Pro B, du coup, qui a réussi à montrer qu'il était vraiment un JFL très très important de Pro B. Malheureusement, il a du mal à passer ce cap. Et étant donné que il arrive à maturité, il explose assez tardivement, Pape Diop, je suis un peu sceptique aujourd'hui sur la place que lui ferait une équipe de Betclic Elite, mais c'est pas du tout contre le joueur, c'est plutôt parce que, on le sait, hein, c'est un marché qui est aussi assez resserré. Et je sais pas si un club de Betclic Elite lui ferait suffisamment confiance pour lui laisser vraiment le temps de jeu pour s'exprimer. Et on voit que Jean-Philippe Daly, malheureusement, c'est ce qui lui a manqué. Tu as souligné le point exactement, le point parfait, entre guillemets, c'est ça, c'est qu'il joue 31 minutes quand même cette saison. Et que c'est un joueur qui a besoin du temps de jeu, mais je pense qu'en tout cas, tu le responsabilises dans une équipe de Betclic Elite, et il y en a qui en ont besoin en ce moment, quand on voit le début de saison de certaines équipes en Betclic Elite. Je vais pas lancer une hot take dans la hot take, mais qui sont sans doute peut-être moins fortes par moment que d'autres équipes d'Elite 2 Oui, quand même. ouais, très clairement. Ouais, donc je me dis qu'il y a quand même des équipes qui ont besoin d'un ailier titulaire comme ça et qui peut apporter vraiment cette capacité-là. Après, voilà, ça nécessite des responsabilités et c'est sûr qu'en Batik Elite, il faut s'habituer à un rôle peut-être moindre. Mais tu as raison de parfaitement montrer le contre-exemple de Jean-Philippe Daly qui est un petit peu en effet ce pas compliqué vers la Batik Elite, c'est qu'il faut arriver avec des responsabilités. Mais en tout cas, moi, sur le fait, je pense que si Pape Diop, on lui donne 25 minutes en Batik Elite, aujourd'hui, c'est un joueur rentable. Ouais. Et même moins que 25 minutes, il pourrait tout à Même fait oui, 20 jouer minutes, 20 minutes, vingtaine de minutes. 12-15 minutes. Franchement, je pense qu'il pourrait apporter des choses sans aucun doute. J'aime bien la comparaison aussi avec Vafessa Fofana. Vafessa Fofana, il a progressé, on le connaît depuis longtemps maintenant en Betclic Elite. Il a réussi aussi à trouver un petit peu d'impact offensif. C'est peut-être le point sur lequel Pape Diop va devoir aussi confirmer et apporter des garanties cette saison. Mais très clairement, athlétiquement, physiquement, Pape Diop, je serais clairement pas choqué de le voir évoluer en Betclic Elite. Il a, par contre, je sais plus, tu me mets le doute, est-ce qu'il a le profil JFL ou pas? Il y a Je crois pas. moyen que Je suis pas je sûr, crois moi. qu'il est Cotonou. Il me semble qu'il est Cotonou, Ouais, ce qui ouais, pourrait être un petit frein, on va dire aussi pour lui, parce que ça prendrait un spot de JNFL. ouais, c'est ça. Mais puis je viens d'y repenser, mais quand même par rapport à la saison dernière, Pape Diop, là où il avait un rôle justement, où il était en sortie de banc sur 16 minutes, il est arrivé, il a quand même réussi à donner des raisons à Dounia Issa de lui donner Ouais, clairement. de faire partie des clés de l'équipe, entre guillemets, alors que la saison dernière, il y avait facile 4-5 joueurs devant lui, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est un joueur qui inspire confiance en tout cas et qui inspire sérieux. Mais c'est vrai que le fait que ce soit par contre pas un JFL sur le marché, c'est pas l'ailier auquel on pense directement. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, j'aime beaucoup parce que c'est un joueur forcément qui est dans une équipe pas très exposée, un joueur aussi qui arrive à maturité très tardivement. C'est intéressant aussi de parler justement des joueurs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, tout simplement. C'est C'est ça, super intéressant. les joueurs de l'ombre. C'est ça. Exactement. Bah, tout est dit pour Pape Diop. J'attends la tienne avec impatience. La mienne, alors, bien écoute, je sais pas si on peut le catégoriser comme un joueur de l'ombre parce qu'il prend un peu la lumière cette année, mais je vais parler moi aussi d'un joueur qui, je pense, en tout cas j'espère, évoluera en Betclic Elite à la rentrée prochaine. Je vais parler d'un joueur de l'ALM Évreux. Je vais parler du pivot de 23 ans, Ivan Ouedraogo. Hein. Alors, Ivan Ouedraogo, il avait signé en fin de saison dernière à Évreux. Très beaucoup d'ailleurs d'Évreux d'avoir réussi à le conserver cette intersaison.
Pour l'instant, c'est 11,7 points, 9,2 rebonds et 1,7 passes décisives. Donc, il tourne quasiment en double-double. Dans une équipe d'Evreux qui est quand même assez faible, on va pas se mentir, c'est quand même l'une des belles satisfactions du début de saison. Vraiment, magnifique coup d'Evreux d'avoir su le conserver. Il est en train de s'affirmer comme un pivot qui peut dominer en Elite 2. Il a fait déjà plusieurs gros matchs. Il a fait un double-double, je crois. Il prend énormément de rebonds, gros impact, une grosse marge de progression. Il a que 23 ans. On sait que les pivots arrivent à maturité vraiment très tardivement. Il a une marge de progression évidente, je pense, sur déjà physiquement, gagner peut-être en mobilité, sur son efficacité au tir. Il tourne qu'à 46% en lancer franc. Mais avec une saison complète, vraiment complète en Elite 2, je pense il va progresser tout simplement. Et puis j'ai déjà envie de le voir se frotter en fait à des intérieurs de Betclic Elite. Il a un profil physique, un gabarit physique assez imposant, assez massif. Je serais vraiment très curieux de voir ce qu'il pourrait donner à l'étage supérieur, mais je pense clairement qu'il peut être déjà rentable en fait sur des 15 minutes, 15-20 minutes. Voilà, il peut impacter au rebond, il peut amener son énergie. Et dans des équipes du profil, tu parlais du Portel tout à l'heure, typiquement, en fait, le Portel qui, année après année, responsabilise des pivots qui viennent de Pro B ou d'Élite 2, Mathieu Boyer, Bastien Vautier, etc. Je serais clairement pas surpris que des équipes comme Saint-Quentin ou le Portel, eh bien, le signent. Et vu le début de saison qu'il fait, ça m'étonnerait pas qu'il tourne en double-double, que sa cote augmente. Donc, c'est peut-être le moment ou jamais pour appeler son agent et s'intéresser à lui. Clairement, non, je te rejoins sur ça. Il a une trajectoire de carrière on parlait d'Alexandre Bouzidi, mais il a une trajectoire de carrière qui est compliquée. Il a mis du temps quand même avant de se trouver, avant d'intégrer le circuit professionnel. Euh, c'est un joueur que moi, tu vois, je vois dans le même profil que Yvan Mbaya, qui est aujourd'hui à Bourg, dans la capacité d'évoluer, etc. Je suis d'accord que il est très impactant quand même. Il a des stats qui sont assez bonnes. Alors, il a quand même pas mal de déchets dans son jeu, je trouve. Ouais, Encore à ouais, ouais. l'intérieur, ses pourcentages au tir, il loupe des trucs. Il manque de shoot assurément. Et puis, il a 46% au lancer franc. Donc ça, on sait que ça porte pas mal des défauts. On va faire un Euh, hack Ouedraogo. ouais, c'est ça, Hack Ouedraogo, exactement. Et puis, on parlait de Pape Diop, mais il y a aussi l'un des problèmes de Ivan Ouedraogo, et ça avait été le problème de cette prolongation à Évreux, c'est que c'est pas un JFL aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut lui donner une place de non-JFL, malgré le fait qu'il soit T'es français, qu'il sûr est qu'il passé. n'est pas JFL? Ah, il me Si- semblait qu'il était JFL. Ah, Ouais, peut-être qu'il est passé. Il faudra à revérifier comme info, ouais. mais je crois que justement, ça avait Ah, été je sais pas. l'un des problèmes principaux d'Evreux. Et c'est pour ça qu'ils avaient fait appel à Maxime Carène, qui lui, d'ailleurs, en pivot Mhm. remplaçant, est JFL. Parce que Ivan Ouedraogo est non JFL, si je dis pas de bêtises. Après, ça a confirmé comme information. Mais Ouais. toujours est-il qu'en tout cas, sur le plan tactique, c'est un pivot qui peut avoir un dimensionnement physique énorme, qui peut avoir un impact physique en Betclic Elite. Je trouve qu'il est peut-être encore un peu. Il est Il brut. manque, Il est ouais, les brut, bruts. clairement. Il manque un peu de qualité athlétique, entre guillemets, encore. Mais par contre, au top de sa forme, c'est un joueur qui peut écraser une raquette de Betclic Elite sans problème. On en parlait en off avant, mais on a vu beaucoup de pivots quand même qui arrivent à monter, qui arrivent à monter en puissance d'année en année de ce stade-là. On a parlé de Nils Sako, Bastien Vautier. On parlait de tous ces pivots-là qui arrivent à monter et à atteindre le stade de l'Euroleague dans des paliers qui sont finalement pas si complets, mais pas si compliqués, mais plus des suites logiques de carrière. Et il peut Ouais. suivre entre guillemets ce profil-là. Même je le vois bien s'épanouir à l'étranger, dans un club allemand, dans un club même peut-être pas espagnol, mais dans un basket allemand, je le vois bien s'imposer, qu'un basket très typique. Alors il a déjà joué en deuxième div, mais le faire en première div en Coupe d'Europe. On voit Zachary Perrin qui s'épanouit en Bourg, etc. C'est la petite pensée qui me vient par là, mais c'est clairement un des joueurs à surveiller. Puis il reste quand même très jeune. Donc, euh, donc voilà, je te rejoins sur ça. Ouais, et puis, profil, on parlait de profil impactant, imposant. C'est vrai qu'il a un gabarit physique qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. On est plutôt sur des pivots athlétiques. C'est vrai qui ont tendance à réussir en France. Donc, ouais, je suis vraiment très curieux de voir ce qu'il va donner. Et tu parlais effectivement du déchet qu'il a dans son jeu. Ce qui est cool, c'est qu'il aura vraiment une année là, vraiment pour jouer. Il aura des responsabilités dans une équipe, voilà, qui est pour l'instant assez moyenne, assez faible. Maxime Carène a du mal aussi à se mettre au niveau. Donc, très clairement, il a de grosses, grosses responsabilités. C'est bien, hein, il va faire des erreurs, il va apprendre et c'est bien aussi d'avoir des sessions comme ça. On a beaucoup de temps de jeu, on a beaucoup de responsabilités et il va pouvoir construire sur ça, je pense, la suite de sa carrière. Peut-être effectivement un petit peu trop juste pour évoluer en Betclic Elite, mais quoique sur 15 minutes pour apporter sa présence, faire quelques fautes, prendre du rebond, pourquoi pas? Pourquoi pas? L'avenir nous le Ouais, dira. clairement. Puis je pense que c'est quand même un intérieur capable d'être efficace sur du court temps de jeu.
Donc aussi, Ouais, donc, je qui est pense. capable d'être en sortie de banc dans un premier temps et d'apporter avec moins de déchets en tout cas, apporter un petit 6 points, 5 rebonds, puis après Ouais, c'est ça. de gagner en responsabilité. Et je viens de rechecker, je crois qu'il est non JFL. Il y a un article qui est sorti justement sur ce fait-là. Et ça, c'est ce qui est très dommage, et ça soulève un autre point du basket français aujourd'hui, c'est que on a beau être passé par la case Pôle France, on n'est pas JFL pour autant, ce qui est dommage pour les joueurs qui partent aux États-Unis. Et ça fait suite aussi au départ massif de jeunes aux États-Unis. Il y en a Ouais, potentiellement qui vont zapper leur statut sur ça. ouais, c'est Mais vraiment. toujours est-il que Ivan Ouedraogo sera surveillé dans les prochaines années. Ouais. Bah, on espérera qu'un jour, bah, écoute, il récupérera le statut de JFL parce que ouais, ça peut, là aussi, comme Pape Diop, ça peut être un frein effectivement à ce que des clubs de Betclic Elite se positionnent sur lui. Surtout qu'on parle d'un joueur qui reste quand même encore à développer et qui est peut-être pas maintenant Betclic Elite ready, on va dire. Oui, c'est ça. Je pense qu'il a encore une année au moins en Elite 2 derrière, peut-être dans un club qui est plus en haut de tableau, plus en moyen haut de tableau, pour avant de monter à l'étage supérieur. C'est ça. Bah écoute, l'année prochaine, il signera à Pau Orthez et tout le monde sera content parce que c'est Juan qui va monter. C'est pas une hot take, mais je l'espère grandement. C'est annoncé. J'ai cru que attends, t'as dit Rouen, je croyais que c'était Blois, non, qui montait. Il y a moyen de négocier, on verra quand Juan et Blois s'affronteront cette saison. Ok. Bah, je crois qu'on arrive. Il y en a encore sous le pied des hot takes ou on peut- Je crois que c'était la troisième, donc ouais, il y en a encore au Il y en moins a une, ouais. une, exactement. Bah, écoute, moi, je vais me lancer sur le même secteur que toi, sur un intérieur, puisqu'on a parlé de Ivan Ouedraogo. Moi, j'ai parlé d'un intérieur que je trouve au potentiel le plus inexploité de ce championnat. Pour moi, c'est Ange Landry-JJ, qui était à Besançon l'année dernière, meilleur contreur de National 1, qui tourne à 3 points, 2,8 rebonds, 0,5 comptes quand même en 12 minutes cette saison. Mais que je trouve que Sylvain Delorme ne s'appuie pas du tout sur lui, alors que c'est quand même une masse physique qui a beaucoup progressé. Pour l'avoir commenté au tournoi de Blois en pré-saison, il a fait un carton contre Pau Orthez, justement, qui avait quand même une raquette très solide lors de la petite finale, si je dis pas de bêtises, où il met genre 24 points en 20 minutes. Et on le gaffe de ballon à l'intérieur, il se régale, il prend 10 rebonds, il prend 5 rebonds offensifs et tout. Enfin, il avait été assez impressionnant. Je me rappelle que les supporters de Rouen étaient très hypés dans le chat. Et pour l'instant, il n'est pas du tout utilisé par Sylvain Delorme. En plus, ça va sur le fait qu'on a Kevin Samuel qui est blessé, donc qui a été remplacé par Gavin Kensmill dans cette équipe. Ouais. Gavin Kensmill fait sa pire saison pour l'instant en Elite 2 avec 10 points, 7 rebonds. Il perd 3 ballons par match, il fait Attends, 3,3 fautes. c'était pire à Chartres. Il a Oui, quasiment pas joué pour Chartres. Il a été blessé toute la saison c'est vrai. dernière. C'est vrai. Mais sur le plan statistique, tu vois, c'est ta pire saison. Mais c'est vrai qu'à Chartres, il a hormis jouer les deux matchs quand Chartres est déjà descendu, il n'a pas fait grand-chose, quoi. C'était un bon emploi effectif. Gavin Kensmill, ouais, du coup, que je trouve un petit peu en dessous. Et puis, et quand Sylvain Delorme voit que Gavin Kensmill est fauté, il fait rentrer plus Mohamed Choua dans un poste 5 et Landry JJ est plus mis sur le banc. Donc, je trouve ça dommage. Moi, qu'il ait pas plus que 12 minutes de temps de jeu parce que c'est un joueur qui peut vraiment montrer de l'impact, qui est quand même déjà en 12 minutes un top défenseur du championnat. Donc je trouve que c'est un potentiel qui aujourd'hui, par exemple, on parlait d'Ivan Ouedraogo, mais tu le places au même rôle qu'Ivan Ouedraogo, je pense qu'il est capable de faire les mêmes stats. Voilà en tout cas pour ma hot take. Ok, super intéressant. Là aussi, encore un joueur assez sous-exposé qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je t'avoue que j'ai pas regardé énormément de matchs de Rouen cette saison. J'étais très hypé par le premier match Rouen-La Rochelle, mais malheureusement, la LNB TV ne fonctionnait pas, donc je n'ai pas pu regarder le match. Mais oui, sur les stats, je voyais que c'était vraiment un très très gros contreur et défenseur en National 1. Je pensais effectivement qu'il ferait un superbe duo, super complémentaire avec Kevin Samuel. J'étais très hypé. Je pense vraiment qu'il est toujours complémentaire de Gavin Kensmill, hein, qui est clairement pas le meilleur défenseur. Je vois tout de suite la complémentarité. Et effectivement, Sylvain Delorme ne le fait pas énormément jouer. Je me demande s'il n'y a pas. Alors, je vais pas dire des problèmes, mais Sylvain Delorme, c'est un coach qui est très rigoureux défensivement. Peut-être que Landry JJ, du coup, a pas assimilé encore tous les systèmes défensifs, ce qui fait que peut-être que Sylvain Delorme lui donne pas énormément de temps de jeu. Mais j'espère que au fur et à mesure que la saison va avancer, Ouais, il va en gagner de plus en plus. On a vu que tu parlais tout à l'heure de Narcisse Ngoy qui c'est ça. l'année dernière n'avait pas énormément de responsabilités. Donc, de toute façon, Sylvain Delorme, c'est un coach qui d'habitude joue avec beaucoup de rotation. Il répartit vraiment les temps de jeu. Les joueurs, les jeunes joueurs notamment avec du potentiel, doivent prouver. Peut-être qu'on s'inscrit dans la même trajectoire.
Bah, c'est ça. Tu prends l'exemple de Narcisse Ngoy, mais c'est un peu l'exemple qui colle parfaitement quand on voit quand même que l'année dernière, Sylvain Delorme a beaucoup de mal à développer le poste 5, alors que Narcisse Ngoy fait aujourd'hui partie des meilleurs pivots si ce n'est peut-être le meilleur pivot d'élite 2 en termes de potentiel. Je pense que en tout cas, je trouve ça dommage de ne pas donner responsabilité. Alors, Landry GG, hein, je le vends comme un joueur très très bon. L'année dernière, il était à Tu le vends 2,4 comme un points. crack, là. C'est ça que je le vends comme un crack. Après, il a quand même un peu de déchets dans son jeu. C'est un joueur qui a débuté le basket il y a 3-4 ans. Donc, c'est un joueur qui est vraiment, qui a connu une ascension énorme en termes sportifs, mais c'est un vrai potentiel, en tout cas, de basket. Et je trouve qu'il s'est développé dans l'impact physique, dans la capacité à jouer de dos, enfin, à jouer dos à la défense, à jouer au poste notamment. Ce qu'il avait moins à Besançon. Mais c'est vraiment un potentiel où il faut lui donner un petit peu plus de temps de jeu pour qu'il soit bon. Surtout, encore une fois, je le répète, hein, j'aime pas tirer sur le même joueur, mais Gavin Kensmith arrive dans une équipe où il est peut-être pas si impactant au final que ce qu'on pourrait croire sur le papier. Ok. Écoute, très bel hot takes parce que c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment pu en voir justement pour dire qu'il est inexploité. Donc, si ça se trouve, tu es complètement un visionnaire et il va gagner du temps de jeu. Et en fin de saison, on se dira effectivement, sur le début de la saison, il fallait le lancer en fait beaucoup plus tôt, quoi. On ressortira l'extrait Ouais, à c'est ce ça. moment-là. À ce moment-là. On ressortira et au pire, ce sera pas grave. On dira qu'il n'a Oui. pas confirmé son potentiel. Voilà, S'il explose dans 3 ans, je ressortirai l'extrait quand même, hein. c'est ça. Et il En nous tout fera une dédicace. C'est ça, clairement. En tout cas, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi sur Landry DG. Très bien. Eh bien, écoute, moi, je vais partir sur une équipe, on en parlait en off, sur laquelle on avait tous les deux fait une déclaration. J'en ai quand même une, on va parler du SCAB, on va parler de Saint-Chamond, Andrézieux, Bouteillon Basket. Maotex, alors initialement, je tiens à préciser que je parlais effectivement du fait que je pensais que Saint-Chamond allait effectivement changer de coach. Ça a été annoncé et je pressentais également que Julien Corté allait être le coach. Du coup, Maotex, elle est un petit peu différente. Je vais dire que Saint-Chamond jouera le play-in en fin de saison et je vais vous expliquer pourquoi. Je sais pas, en fait, j'ai eu du mal, je sais pas du tout si c'est une Otex. Pour moi, c'est pas tellement une Otex parce qu'en preview, je crois que je l'ai positionné dans mon classement prévisionnel à la 4e place. Donc, c'est dire que je croyais beaucoup en cette équipe et je crois encore beaucoup dans cette équipe. Malheureusement, le début de saison fait que je l'ai fait rétrograder un petit peu au classement. Début de saison chaotique, ça, tout le monde le sait, alors qu'ils avaient un calendrier abordable. Projet Europe 2030. Autant dire que là, le projet, il prend un petit peu du plomb dans l'aile. C'est mal Enfin, parti, hein. Ouais, c'est mal parti, ça prend un petit peu de retard. Mais pour le coup, il y a vraiment énormément de potentiel. Il y a une très, très belle équipe sur le papier. L'objectif, je pense, clairement, cette année, c'était de jouer le top 4, ou en tout cas d'essayer de finir le plus haut possible, peut-être pas de monter directement, mais vraiment de faire une saison dans le haut du tableau pour se préparer peut-être la saison prochaine à réellement monter, puisque c'était quand même une saison de transition avec un nouveau coach, un nouveau groupe, etc. Malheureusement, le début de saison est complètement raté, mais je crois encore beaucoup en cette équipe. Il reste encore énormément de matchs. Ils ont quand même 4 victoires de retard sur le top 6. Donc 4 victoires, on peut se dire qu'il reste beaucoup de matchs, mais 4 victoires face à des équipes comme Rouen, Orléans, Blois, Pau qui en lâcheront pas énormément, ça va être compliqué en fait d'aller accrocher le top 4, voire même le top 6. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je les mets un petit peu derrière et je pense qu'ils ont très clairement la capacité en fait à se qualifier pour le play-in. Et j'aime vraiment beaucoup la rumeur Julien Cortet. Ce qui manque cette saison, pour l'instant, de ce qu'on en a vu au SCAB, c'est d'avoir une défense digne de ce nom. C'est la pire défense, l'équipe qui encaisse le plus de points. C'était déjà le cas l'année dernière, grosse attaque, mauvaise défense. Je pensais qu'avec Guillaume Quintard, qui n'est pas un coach énormément porté sur l'offensif, eh bien, il serait meilleur défensivement. Ce n'est pas le cas. Julien Cortet, il a prouvé à La Rochelle que lui, son dada, c'est vraiment de mettre en place une assise collective. Et avec une équipe qui a beaucoup de potentiel offensif, eh bien, je pense que c'est le coach qui va réussir à rééquilibrer tout ça. Et je pense que, clairement, c'est peut-être l'homme qu'il leur faut, effectivement, pour remonter au classement. Et le SCAB en play-in, pour moi, c'est presque une évidence. Je te rejoins parfaitement sur ça. Alors moi, je ne sais pas si je les fixerai jusqu'en play-in, mais tu m'aurais dit ça en tout cas au début de saison. Je t'aurais dit c'est pas une hot take. Là, c'en est clairement une, Ouais. parce que on a vu le début de saison cata du SCAB et tu as parlé de la défense, mais c'est une catastrophe. Enfin, c'est un laisser les portes ouvertes. Et je trouve que Guillaume Quintard, alors j'ai vu beaucoup de débats sur Twitter se nourrir sur le fait est-ce que fallait virer Guillaume Quintard, est-ce qu'il fallait pas plutôt changer un joueur. Je trouve que Guillaume Quintard a sa part de responsabilité dans le sens où
il y a des joueurs quand même qui sont très mal utilisés et qui doivent avoir de l'impact défensif. Je pense à Maxime Yomi, à Ludovic Duféal, qui ne sont pas forcément les joueurs qu'on attend le plus en attaque, mais qui n'ont pas eu du tout ce rôle-là, du moins même quand ils sont sur le terrain. Je trouve que c'est mal ajusté. Par contre, c'est une machine offensive. Arthur Broya, c'est exceptionnel depuis le début de saison. Bad Mojib continue d'avoir sa cadence. Youdouj, super recrue, le Britannique. Je trouve que c'est vraiment une équipe qui a beaucoup, beaucoup de talent, qui a une force collective qui va être là. Ça, c'est sûr que ça va être une grosse menace. Après, défensivement, ils font quelques pas. C'est pas normal du tout. Et surtout quand tu es dans des matchs sans, par exemple, quand ils ont joué Chaland, ils sont dans un match totalement sans offensivement et ils perdent parce qu'ils encaissent 78 points face à Chaland où tu dois en encaisser peut-être un peu moins, 70, 72. Ils encaissent 105 points contre Poitiers, c'est énorme. Et là, ils ont perdu beaucoup de matchs ric-rac contre des équipes où normalement, c'est des équipes de leur rang. Je pense à Aix-Morane et Poitiers, on parlait de ça, mais qui sont quand même des équipes où en tout cas, le SCAP doit gagner. Mais là où c'est rassurant pour le play-in, c'est que c'est quand même une équipe qui a battu assez largement l'ASA. Qui est, bon, aujourd'hui, l'ASA qui a un début de saison aussi compliqué, mais qui a quand même cette capacité dans les bons matchs à être présent. Donc, je pense qu'ils auront une capacité à se relever, c'est sûr, et à sortir de cette zone rouge. Et Julien Cortez correspondrait parfaitement au profil de coach qui est attendu. Et au-delà d'un play-in, après, s'ils y arrivent, je pense que ça peut être un candidat sérieux. Et en tout cas, qu'on n'a pas envie d'affronter quand on est deuxième d'Elite 2 en playoff. C'est le genre d'équipe qui peut. C'est l'équipe qu'il ne faut pas taper. Ouais. C'est ça. Ouais, très clairement. C'est ça. Bah, écoute, le SCAB, je suis un peu déçu pour Guillaume Quintard. C'est un Rouennais en plus, du coup, ça me fait mal. On lui a pas vraiment donné l'opportunité aussi de réajuster. J'ai lu effectivement des articles qui disaient que dans son recrutement, il avait gardé une enveloppe pour réajuster l'effectif au cas où. Malheureusement, il n'a même pas eu ce levier-là. Il a fait les frais d'un début de saison et de la défaite je pense. Peut-être que si ça avait été une autre équipe que Chaland, peut-être qu'il aurait eu encore 2 matchs, par exemple, pour prouver. Mais là, vu le niveau qu'a affiché Chaland sur le début de la saison, c'est pas... Ouais, c'est impossible de perdre contre Chaland, entre guillemets, quand on est coach dans cette position-là, quoi. Ouais, surtout vu les problèmes d'effectifs en plus qu'à Chaland, franchement, c'est pas normal. Le SCAB n'a pas été sérieux là. Ouais, complètement. Ouais. Puis surtout que tu as dit qu'ils avaient joué des petites équipes, ils vont avoir un calendrier qui va sans doute. Enfin, j'ai pas regardé leur calendrier, mais ils doivent avoir un calendrier. Le prochain match, ils reçoivent La Rochelle et après, je crois qu'ils jouent soit contre Denain, soit contre Antibes, quelque chose comme ça. Ouais, donc ça va être des matchs qui vont être quand même âpres à jouer, donc faut se remettre dans le bain directement parce que quand même au bout de 10-12 matchs, si on commence à être distancé et dans la zone rouge, ça sent pas bon entre guillemets. Dans le même cadre que cette équipe du SCAB, il y a quand même cette équipe de Caen aussi qui est dans la même difficulté de se retrouver, qui a fait pourtant un recrutement très ambitieux sur le papier, mais je pense que les deux sauront retrouver les ressources à un moment ou à un autre, mais faut pas non plus rester éternellement bloqué. Donc c'est bien d'avoir réagi en changeant de coach parce que je pense que le problème est là et que la qualité des joueurs reste. On sent quand même qu'il y a un noyau qui reste solide. Donc on verra. On verra s'ils arrivent à atteindre le play-in. Mais maintenant, il y a une mission qui est encore plus compliquée que le début de saison pour les joueurs. C'est ça, mais pour autant, je me fais pas trop de soucis. Tu vois, comparé à l'année dernière, on avait fait la vidéo un petit peu plus tard, au bout de 8 à 9 journées. Nantes était vraiment dans la galère, avec un effectif sur le papier qui était solide, mais il n'y avait pas ce truc dans le jeu, il n'y avait vraiment pas ce truc collectif, il n'y avait même pas ce potentiel offensif où tu disais je m'en fais pas trop pour eux. Là, pour le coup, on était très inquiets parce qu'on avait parlé de descente pour Nantes. Là, je suis pas du tout inquiet pour le SCAB et je sais qu'ils vont redresser la barre. Ouais, c'est clair. Franchement, aucune pareille. Je suis sûr que ça va être une des équipes maintenant qui va être la plus dure à prendre, même pour toutes les grosses équipes, puisqu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Et ça, c'est généralement là que cause le plus gros problème. Exactement. Ce genre d'équipe-là. Et en tout cas, notamment pour les grosses équipes, je pense que heureusement que, par exemple, une équipe comme Blois l'a affronté en début de saison en première journée, parce qu'il vaut mieux les prendre maintenant. Ils seront 2 fois plus dangereux derrière. Donc hâte de voir qui arrive à la tête du SCAB quand même. Parce que c'est Julien Cortenay qui est quand même pressenti de loin devant. Mais Jean-Denis on verra. Choulet, c'est ça. Pas du tout le même profil. Pas du tout le même profil. mais ça changera aussi beaucoup quand même la physionomie pour la suite de saison de cette équipe-là. Mais le SCAB restera une équipe dure à jouer. Et je pense que oui, il n'est pas trop tard pour allumer la mèche, entre guillemets, et rattraper la course qui se passe devant. Ouais, c'est clair. En tout cas, que ce soit Julien Cortet ou Jean-Denis Choulet, le prochain coach du SCAB, ce sera un Rouennais. C'est ça, c'est clair. Pour le derby. Après Guillaume Quintard qui vient aussi de Rouen. Donc ouais.
Ah, mais c'est fait au recrutement sur le CV, c'est obligatoire, hein. Ouais, et C'est si c'est c'est la Jean-Denis condition. Choulet, je veux absolument voir le prochain Scab Rouen. Ah bah, Ça va être incroyable. ça doit être un match d'ambiance. Le retour de Jean-Denis Choulet à Roanne, quand même, Ouais, à la ouais, Vacheresse, ça doit être quelque chose, hein. ouais, c'est clair. Écoute, Yanis, on a fait nos 4 hot takes. Est-ce que tu en as une petite cinquième? J'en avais une petite cinquième qui rejoint rapidement ce que tu disais. C'est que enfin, sur ce dont on parlait sur le bas de tableau, c'est que pour moi, la cinquième, elle concerne Évreux et Chaland. Et pour moi, Évreux et Chaland seront les deux équipes reléguées cette saison. Je trouve que c'est les deux équipes inférieures, vraiment, en tout cas dans le jeu. Alors, Évreux, pour l'instant, a gagné 2 matchs. Ils ont prouvé un petit peu le contraire sur ça. Mais je pense que sur la durée, ça va un petit peu prêcher le manque d'expérience, le manque d'un joueur vraiment talentueux pour guider cette équipe du côté Évreux, du côté des Ébroïciens et du côté de cette équipe de Chaland. On voit que c'est la galère depuis le début de saison. Il y a eu des problèmes sur le recrutement, des joueurs qui arrivent en last minute. On n'a pas vraiment de médiateur en attaque. On a vu Diop sortir un super match pour la première victoire, mais il a fallu qu'il y ait un joueur qui se sublime x10 pour qu'ils arrivent à l'emporter. Donc vraiment, sur le papier, ça reste quand même l'équipe la plus faible de cette saison, Chaland. Et Évreux, ça fait très longtemps qu'ils traînent en bas du classement. Alors attention, parce qu'il y a une équipe de, de Nantes que je trouve un petit peu... même Oh, Lazare, hein, de Nantes et tu vas Lazare. nous refaire le même coup que l'année dernière, toi. Mais, mais non, non, je vais Chaland et Évreux seront pour moi relégués à la fin de saison. Après, Évreux, on connaît l'équipe d'Évreux, même si elle est reléguée, elle se maintient quand même par l'administratif ou je ne sais quoi, c'est l'éternel survivant. Donc, c'est pour ça que cette hot take, elle a 2 fois plus, 2 fois plus de dureté. Non, mais en vrai, pour moi, Évreux et Chaland sont les équipes en tout cas qui seront reléguées. Chalon, je pense c'est sûr à 4. Enfin, c'est fou de dire ça, mais à 5 journées du début, c'est sûr à 99%. Évreux, Évreux, ça dépendra aussi des autres équipes, mais effectivement, il y a quand même un déséquilibre dans cette équipe. Ils ont qu'un seul meneur, poste 1, Anthony Da Silva. Tu parlais de joueurs talentueux, il y en a un quand même, c'est Sean Miller-Moore. Il est parfois sur courant alternatif offensivement sur ses pourcentages, mais c'est un joueur qui est pour le coup très intéressant. Mais ouais, il y a quand même un déséquilibre sur les lignes arrière, je trouve, dans cette équipe. Et bah, malheureusement, j'espère que ce ne sera pas la saison, entre guillemets, de trop pour Évreux. Oui, oui, après, Évreux, ça reste quand même une équipe, enfin, ça reste un historique du championnat Elite 2. C'est vrai que tu as bien fait de parler de Miller Moore, mais c'est un joueur qui est quand même sur courant alternatif, clairement. C'est-à-dire qu'il va pouvoir sortir des performances assez incroyables comme passer totalement à côté. Puis, il faut dire quand même que sur les 2 victoires qu'ils ont pris, ils ont gagné contre Caen, qui est une équipe qui est quand même pas mal Ouais. malade dans ce début de saison. Caen n'a mis que 76 points, n'a pas réussi à lancer la machine offensivement. Donc, ils ont récupéré ce match-là, ric-rac. Et puis ils ont gagné contre Denain, donc là un bon succès par contre. Mais ils ont quand même pris 20 points contre hier Toulon. Il y a quand même des matchs où ils prennent des déroutes. On rappelle qu'ils se sont fait sortir en Coupe de France en perdant de 27 points Ouais, contre c'est Tours. vrai. C'est Ça, vrai. c'est quelque chose qui. C'est quand même un signal fort envoyé. Ils ont perdu leur première journée de championnat, 17 points contre Quimper. Il y a quand même des signes qui laissent penser que collectivement, enfin, on a tenté des paris avec Miller Moore en donnant les responsabilités à Ouedraogo. Maintenant, ça va être qui tout double sur chaque match, je pense. Et dans la stabilité, vraiment, je pense que sur cette question de stabilité sur le long terme, je pense que c'est l'équipe quand je vois une équipe comme Nantes qui a peut-être plus de stabilité, plus d'expérience, un leader qui est plus exprimé avec Kyle Ridley. Mais là, on a plus de mal. Ouais. Plus de mal, en tout cas, j'ai plus de mal à me projeter sur cette équipe des Heureux. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Bah, écoute, ma dernière hot takes, bon, c'est pas anodin, hein, si je t'ai demandé si t'en avais une cinquième, je venais de parler du SCAB et je voulais absolument dire ma dernière hot takes parce que j'ai eu une vision. J'ai eu une vision, en fait, j'ai parlé du SCAB au play-in. En fait, je connais déjà les 4 participants en futur play-in, en fait, et je vais te les citer. Oh là En là. premier, donc, il y aura le SCAB, j'en ai parlé. Il y aura aussi Antibes, Denain et Laza. Voilà. Antibes, Denain, le SCAB et Laza, les 4 participants au play-in. Antibes, équipe qui a beaucoup de qualité, je les pense peut-être quand même un petit peu trop juste pour le top 6, même si en vrai, j'ai eu un débat avec 2 autres équipes, Vichy et La Rochelle. Roster expérimenté, pour moi impossible qu'ils ne soient pas au minimum au play-in. Le SCAB, j'en ai parlé, je pense qu'ils vont être au play-in, il y a trop de potentiel. Denain, pour moi, va être l'équipe poil à gratter de ce championnat avec un très très beau 5 majeur, de la jeunesse, du potentiel et des joueurs vraiment solides pour la division. Et Laza, parce que tout simplement, chaque année, ils sont présents. Leur début de saison est un peu trompeur parce qu'ils ont connu vraiment énormément de blessures, mais là, ça commence à revenir. Ils ont recruté Bruno Sangalamata,
Ludovic Beiers va pas tarder à revenir et malgré leurs problèmes d'effectifs, eh bien, ils ont quand même pris des matchs. Donc, je pense que voilà, quand Nelson Phillips aussi va revenir, très clairement, ça va gagner des matchs et je les vois au play-in. Donc, pour moi, voilà, j'ai mes 4 participants en play-in déjà. C'est génial, je trouve cette hot take géniale, honnêtement, la mieux construite, parce que c'est très dur quand même de se projeter sur ça donne une première idée d'un classement final. C'est-à-dire que quand même, donc aujourd'hui, le top 6 qui est Roanne, Pau, Blois, Vichy, La Rochelle, Orléans, celui que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire que tu laisses ce top 6-là devant, techniquement. Si je me fie à, si je me fie à ça, je vois pas Quimper top 6 ou notre C'est équipe-là. ça. Donc ça veut dire que moi, je trouve ça intéressant. Alors, est-ce que j'aurais le même play-in que toi à l'heure actuelle à chaud, c'est compliqué, mais je pense qu'il y a des équipes qui vont quand même se taper là-dedans. Je pense à Quimper qui va quand même faire office qui va faire office de bon bataillon là-dedans. Poitiers, je pense qu'au fur et à mesure, ils vont quand même se rapprocher plus de cet objectif-là. Parce qu'ils vont... Quand on peut remonter aussi, tu vois. Il y a aussi, Quand on peut remonter aussi complètement. Là où voilà, tu as parlé de Laza qui a quand même pris des matchs en l'absence de cadre, et je suis d'accord qu'il faut les mentionner sur le fait qu'ils vont être dans la course. Ils sont quand même très bien coachés par Bogavac. Ils ont quand même un leader affirmé avec Divine Miles qui est présent, qui est là. Donc je pense qu'ils trouveront leur pied petit à petit. Denain, qui est peut-être l'équipe par contre que je trouve un petit peu en sur-régime sur le début de saison. On sent qu'ils vivent vraiment sur de l'euphorie. Alors, ils ont fait un super recrutement. J'adore leur effectif. Mais de là à avoir le réalisme d'aller entre guillemets se friter avec les grosses équipes entre guillemets qu'il y a dans ce play-in comme le SCAB, etc. Je sais, faudra maintenir de la régularité. Tu vois, là, ils ont perdu contre Aix-Morhen. J'ai trouvé qu'ils avaient manqué un peu de justesse, un petit peu ouais. d'expérience sur la fin de match. Ils perdent contre Évreux aussi, hein. Donc voilà, ils ont leurs 3 derniers matchs et des défaites si on compte la Coupe de France où ils ont perdu contre Mulhouse. Donc ouais, je pense que c'est une équipe qui est un peu montée très très vite, très haut, avec des victoires faciles contre Châlons, Poitiers et hier Toulon. Et qui va peut-être redescendre un peu plus. C'est peut-être l'équipe en tout cas que je sortirais de mon play-in, moi, si je devais en faire un. Après, les 4 que je mettrais, je les ai pas en tête directement. Mais je trouve ça super intéressant que tu vois, d'avoir cette projection-là parce que c'est intéressant. Et en tout cas, ça montre aussi sans doute qu'il y a un top 6. Il y a un top 6 qui est sécurisé quand même dans cette Elite 2 et que derrière, il y a une autre bataille pour le play-in. Enfin, qu'il y a différentes batailles qui sont déjà, entre guillemets, un peu jouées au bout de 6 journées. Ouais, en fait, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup hésité entre Antibes, La Rochelle et Vichy. Voilà, j'ai beaucoup hésité. Ce qui était sûr pour moi, c'est qu'il y a un top 4. C'est Roanne, Poorthez, Blois et Orléans. Ça, c'est mon top 4. Et ensuite, c'est un peu la Ouais. bataille. Vichy, enfin, sur le début de la saison, forcément, on est sur. Voilà, c'est que le début de la saison. C'est une tendance, mais Vichy et La Rochelle sont assez impressionnants. Je pense que c'est minima play-in pour eux, minima play-in, voire peut-être directement dans le top 6. Antibes, c'est un petit peu pareil. Et puis après, c'est vrai que j'ai 2, 3 équipes qui sont un peu en dessous. Le SCAB, mauvais début de saison, mais ça peut se reprendre. Denain, pour moi, c'est l'équipe poil à gratter. Voilà, je sais pas, c'est une vibe que je sens comme je sentais un petit peu Laza l'an Ouais. dernier. Et Laza, bah, il y a eu des blessures, mais sinon, sur ce que j'en vois sur ce début de saison, c'est potentiel top 6, comme tu dis, très bien coaché. Nelson Phillips va revenir, et puis on oublie aussi que bah, Ludovic Beers, en fait, n'était pas là sur le début de la saison. Donc, quand ta future Ouais. main, c'est Divine Miles et Ludovic Beers, franchement, t'es Ouais, peinard, quoi. c'est très très solide. Tu fais bien le mentionner. J'ai pas parlé d'Antibes, mais c'est vrai qu'Antibes est quand même fait partie des valeurs sûres pour moi. C'est peut-être l'équipe qui est la potentielle plus top 6 Ouais, que play-in, potentiellement. mais j'ai trouvé dans la confrontation, en tout cas face à Orléans, qui était un match très intéressant. Je l'ai trouvé quand même un cran inférieur. Qu'on parlait de Garlot Green, quand même, que j'ai trouvé un petit peu en sur-régime. On sent que c'est une équipe qui est peut-être un peu vieillissante, quoique on voit de la jeunesse avec Gabriel Veras, par exemple, qui prend aussi un peu plus de responsabilité. Mais c'est une équipe qui a besoin de se trouver et qui occupera cette place de vétéran du play-in pour moi. Je suis d'accord avec toi. Et puis après, il y aura une bataille assez acharnée parce que je vois pas Aix-Morhen et Chalon-Reims qui sont actuellement au play-in, ni même Denain rester. Donc on verra. Je pense qu'il y aura encore du mouvement d'ici là. Et voilà, mais moi j'ai peur, par exemple, pour Denain, encore une fois de plus, que ce soit une équipe qui soit dévoilée trop tôt, un petit peu forte, Peut-être. et qu'après, il faut tenir la cadence. C'est ça. Après, à eux de me prouver le contraire. Mais ça va être une bataille très intéressante, le play-in, d'autant plus quand on sait qu'aujourd'hui, en Elite 2, les playoffs sont disputés par des surprises. On a vu Laza l'année dernière. On verra le club de Betclic Elite qui rentre. Mais en tout cas, si on met tous les effectifs actuels, je pense que cette année, on pourrait espérer voir un club d'Elite 2, peut-être pourquoi pas passer sur les playoffs d'accession.
va être intéressant. Bah, ça, écoute, ce serait une super. J'ai hésité, hein. Est-ce qu'il y aura 2 montées cette Ouais, saison? J'ai c'est hésité. C'est un peu tôt à dire, parce que même en c'est ça. Betclic Elite, si tu as des effectifs qui ont connu des problèmes d'effectifs, je pense à Gravelines. Gravelines qui est à la ramasse, c'est vrai qu'ils ont commencé la saison sans Chris Babb, etc. Donc c'est compliqué, il y a toujours des rajustements, ils jouent avec plus d'étrangers. Donc Il y a en un vrai, joueur qui va arriver pour l'année prochaine sans doute. En ouais, 2026, il va y avoir un joueur de plus pour jouer les playoffs. Enfin, comme ouais, avait fait Aaron Levarty avec avec le ouais, Portel. Donc, c'est compliqué, c'est hein. très dur à prédire, là, clairement. Ouais, ouais, Mm. très clairement. Et je me posais la question sur Caen. En vrai, on parle des playoffs, du play-in. Caen a un bel effectif, mais pour l'instant, il manque un truc. Il manque aussi cette force peut-être un petit peu dominante, ce danger dans le secteur intérieur. En fait, il me manque un petit peu de potentiel offensif, alors que je pense que le potentiel offensif est légèrement supérieur à celui de l'année dernière. Mais écoute, pour Bah, l'instant, ça ne prend pas. Ils ont eu un calendrier qui n'était pas facile. Donc, à voir, à voir. il y a un joueur qui est quand même en dessous par rapport de ce qu'il proposait l'année dernière, c'est Kentan Facey, je trouve, du côté de Caen. Je les ai commentés là, ce week-end contre Blois. Euh, il y a 3 joueurs qui se tirent la bourre un petit peu sur le scoring. C'est justement Kentan Facey, Yanni Chambers, Rachad Davis, sans vraiment réussir à se trouver. Euh, Stéphane Eberlin fait sortir Rachad Davis du banc alors qu'il est quand même très efficace depuis le début de saison et qui mériterait peut-être plus de minutes qu'un Ouais, bon 20 minutes d'accord. de temps de jeu. Et puis après, il y a quand même des recrues qui sont un petit peu en dessous, qu'on attendait comme des joueurs qui pouvaient potentiellement exploser, comme Rudy de Maïsbalou, qui a du mal à lancer sa saison. Rojewski, qui joue un petit peu Rojewski. Je ne sais plus comment on prononce. Désolé Antoine, mais que je trouve quand même très intéressant, qui mériterait peut-être d'avoir plus de temps de jeu. Donc, ouais, il y a un équilibre qui doit se trouver encore, mais tu vois, quand tu mets le SCAB et Caen à côté, je trouve que le SCAB a plus de potentiel cette saison que Caen. Ouais, pour moi aussi. Pour moi aussi. Il y a plus d'expérience du côté de Caen, je pense. Mais en termes de potentiel, pour moi, effectivement, le SCAB est au-dessus. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc, ça va être... Mais en tout cas, ça sera des équipes qui vont être dures à affronter. Ça fait partie de ce genre d'équipe qui lance mal sa saison et qu'encore une fois, c'est comme le SCAP, faut mieux les jouer sur les 7-6 premiers matchs que à la fin dans les dernières journées parce que c'est pas des cadeaux. Ouais, puis on n'est pas à l'abri qu'ils fassent une saison un petit peu comme Vichy l'année dernière, tu sais, à la 13e 14e place. Et fin de saison, tu as Ouais. 7 victoires en 8 matchs et tu arrives lancé en boulet de canon pour les playoffs. Et là, équipe super dangereuse. Et puis de toute façon, on l'a vu dans cette Elite 2, ce qui est incroyable, c'est que ça fait 6 journées, mais il y a pas d'équipe qui est invaincue. Il n'y a pas d'équipe qui pour l'instant n'a pas encore gagné le match. Ça veut Ouais. dire que c'est très très homogène comme championnat. Tout le monde peut battre tout le monde, à peu près, approximativement, on va dire dans les grandes lignes. Et ça fait que chaque match, en vrai, est une menace à préparer. Là où l'année dernière, je pense à une équipe comme Blois qui était partie sur un 7-0 dès le début. Ouais. Et on a vu quand même une première domination imposée là. Puis on a vu des équipes plus. Enfin, il y avait des écarts qui étaient plus grands là, vraiment. On sent que c'est quand même beaucoup plus disputé et que chaque soir, il y a des surprises à chaque journée. Donc ouais, c'est pour ça que ça va être un championnat quand même sur 20 jours, enfin avec 20 équipes et sur du coup 38 journées. Ça va être un championnat qui va être quand même assez intense. C'est un beau marathon pour en haut du tableau comme en bas. Ouais, et moi je t'avoue que tu parlais de Portez, l'équipe qui m'a peut-être le plus impressionné, alors oui, il y a Portez, mais c'est Rouen. Ouais. Rouen que j'avais quand même pas mal décrié la saison dernière. Ma hot take, tout simplement, c'était que Rouen ne montrait pas. J'avais émis des doutes, voilà, pendant mes previews. Tous mes doutes, pour l'instant, ils sont balayés. Quasiment tous mes doutes. Je trouve que on sent qu'une hiérarchie commence vraiment à se mettre en place. Thomas Andrieux a dû écouter effectivement certains points qui étaient un petit peu pointés. Donc, je suis vraiment très, très impressionné pour l'instant par la rigueur et la constance presque sur 40 minutes dont fait preuve Rouen. Et mon presque, c'est tout simplement parce que c'était l'équipe qui était la plus proche d'être invaincue. Malheureusement, 17 points d'avance à 4 minutes de la fin, c'est pas suffisant pour Rouen et ils se sont inclinés comme ça à Orléans. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils ont fait 36 premières minutes exceptionnelles. C'est une équipe sur le papier qui est pareil, qui arrive avec un gros recrutement et comme tu le disais, qui l'année dernière a peut-être avait du mal à se trouver hiérarchiquement. Là, on sent qu'il y a une hiérarchie qui est quand même plus dessinée. Je trouve Anthony Thuram intéressant, peut-être un petit peu irrégulier, malheureusement. Mais c'est C'est une un équipe. pigiste en plus. Donc, C'est ça, c'est un il, pigiste. Il sera. il est de mieux en mieux. Franchement, il monte vraiment en puissance. Donc, c'est toujours un peu. Tu sais pas trop comment jauger. Il va partir, Javen Blair va revenir. C'est ça. Comment ça va se passer? Est-ce que la Ça, dynamique va être la même? Point d'interrogation. C'est ça la question la plus intéressante pour cette équipe, c'est comment Javan Blair va revenir. À Poitiers, c'était l'arme numéro 1, c'était le leader. Alors à voir maintenant dans quel rôle on va lui donner
au travers de toute cette équipe, en espérant justement que ça ne fasse pas baisser le régime de l'équipe et qu'on n'arrive pas à perdre, entre guillemets, à savoir perdre cet esprit de hiérarchie et du coup qu'on soit un petit peu plus dans la difficulté. Et puis le gros point, tu l'as souligné, c'est quand même c'est une équipe qui est capable de gros trous d'air que n'ont pas peut-être les grosses équipes comme Pau. Blois a eu un trou d'air à La Rochelle, mais globalement, il n'y a pas de séquence où on ne voit pas des 17-0 ou des 15-0 sur tous les matchs encaissés. Il y a eu un petit faux pas sur le long terme, sur le long du match. Mais les grosses équipes, pour l'instant, qui jouent dans la même cour que Roanne, n'ont pas connu une séquence vraiment d'une telle défaillance. Donc, ouais, c'est questionnant. Après, dans la domination, ils sont clairement au-dessus de ce qu'on attendait. Et, pour l'instant, fort avec les faibles. Maintenant, on attend effectivement de voir contre les forts. C'est ça. À Orléans, ils n'étaient pas loin. Donc, c'est dans les confrontations directes, je pense que ça peut beaucoup jouer. Et j'ai hâte de voir quel est le mental de cette équipe. C'est ça, et tu soulignes des confrontations directes. On se rappelle que l'année dernière, la montée se jouait presque au goal average particulier entre les équipes, avec une potentielle égalité à 3, des choses comme ça. Donc voilà, perdre contre Orléans, alors ils n'ont pas perdu de beaucoup, donc c'est ça l'avantage, c'est qu'il y a un match retour. Là où Orléans, par exemple, a perdu beaucoup à Pau, et ils se compromettent déjà un petit peu la saison sur des potentielles égalités. Donc ouais, ça sera des matchs à voir comment ils répondent dans les autres matchs, dans les autres gros matchs de la suite de la saison. Voir s'ils ont cette capacité à quand même imposer ce rythme-là. Mais aujourd'hui, si on arrête le classement, ils montent. Donc, il n'y a rien à dire sur Roanne. Voilà, on fait saison blanche derrière et puis c'est bon. Exactement. Et prochain match à domicile de La Rochelle, eh bien, ce sera contre la Chorale de Roanne. Et bien évidemment, le derby backcourt. C'est ça, je serai au match et j'aurai mon maillot de la Chorale de Roanne. Effectivement, voilà, je serai obligé. Excellent. Bah écoute Yanis, on a fait 5 hot takes. C'est une longue vidéo, mais comme d'habitude, c'était vraiment un plaisir. On ressortira toutes ces déclarations à la fin de la saison. J'ai déjà très très hâte. J'ai pris énormément de plaisir. Est-ce que tu veux dire un mot pour finir? Rien de plus à rajouter. Vraiment, merci beaucoup encore une fois. Superbe. Enfin, j'ai adoré ce moment. J'ai même pas vu le temps passer, tu vois, pour te dire à quel point j'espère aussi que les gens ont pris leur pied et ont pris leur plaisir, et que les gens aussi donnent leurs avis. C'est toujours assez intéressant. Puis j'ai envie de te dire, continuons de soutenir Backcourt parce qu'il y a plein de contenus super intéressants. Moi, je prends je prends beaucoup de plaisir aussi à regarder toutes les autres vidéos. Donc, il y a plein de belles choses. Donc voilà, encore une fois, très très content de pouvoir être ici pour parler de tout ça. Le basket reste une grande passion et c'est mieux quand on la partage. Donc voilà, j'ai adoré cette vidéo qui était très intéressante. Exactement, bah écoute, plaisir partagé, c'était un très beau mot pour finir. Et puis bah, je partage aussi, peut-être que tu peux en profiter pour glisser quelques mots sur ta chaîne qui fait aussi du beau boulot. C'est ça, si vous voulez aller regarder, du coup, moi, on me connaît un petit peu aussi sur YouTube, sur la chaîne d'Open Gym TV, un petit peu partout sur les réseaux, mais surtout sur YouTube, où, pareil, on a des émissions autour de l'Euroleague, de l'équipe de France, on fait faire un peu de Betclic Elite, puis surtout, on essaye de couvrir quelques événements. On a couvert le LNB Media Day et on propose des petits documentaires qui retracent les carrières des joueurs de basket. On a fait Mathieu Strazel, on a fait TJ Short, tout ça tourné autour du basket européen, bien évidemment. Et puis, pour ceux qui voudraient écouter LNB TV, branchez-vous sur les matchs de la Diablo Basket au jeu de paume. Quand vous écoutez votre équipe du côté du jeu de paume, je serai certainement en train de commenter le match. Excellent. Bah écoute, oui, n'hésitez pas à aller follow la chaîne de Yanis, Open Gym TV. Je mettrai le lien dans la description. Écoute, ce qui peut être marrant, c'est faire un petit teasing peut-être pour cette vidéo. Je vais essayer de demander sur Twitter quels sont les hot takes des gens avant de poster la vidéo. Donc comme ça, nous aussi, ça nous permettra de comparer avec nos propres hot takes. N'hésitez pas à jouer le jeu. Clairement. Merci beaucoup Yanis, je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo. C'était un plaisir et je te dis à bientôt, déjà en fin de saison pour faire un débrief et puis du coup à l'année prochaine on se donne rendez-vous en 2027 du coup ou 2026, fin 2026, allez, pour la hot text de la saison prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi, à très vite.